Madame, Monsieur, la riposte de TV Liberté à la censure de YouTube s'organise. La riposte juridique et possiblement judiciaire est engagée. Nous rétablirons notre bon droit. La riposte financière se poursuit. Grâce à votre mobilisation, notre objectif à 750 dons est atteint. Soyez-en remerciés. La censure YouTube nous porte un nouveau coup qui nécessite de nouveaux engagements financiers importants. Il ne faut donc pas relâcher votre effort. La riposte de l'audience est entre vos mains. Regardez, diffusez, partagez, likez les programmes de TV Liberté. Abonnez-vous à nos nouvelles chaînes, faites connaître notre site tvliberté.com et nos réseaux sociaux. Organisez la viralité de nos émissions. La riposte est en marche, elle passe aussi par vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 7 de cette année-là. Donc au sommaire de ce numéro 7, 1973, nous allons parler du roman de Jean Raspail, le mythique Camp des Saints. 1997, on part au cinéma avec le film d'Andrew Niccol, Bienvenue à Gattaca. Et nous finirons en 98 avec l'événement sportif, c'est d'actualité en ce moment, qui a marqué toute la France. Hein, la. Je fais bien le supporter, hein, c'est ça. 98, la victoire de la France et de la Coupe du Monde. Voilà ce qu'on appelle un sommaire subtil, un sommaire entre Jean Raspail et la Coupe du Monde, ça me paraît bien. Et pour m'accompagner, j'ai le droit, alors on a des nouveautés aujourd'hui, on a reçu Christophe, Amélie ou Antoine Maxime, qui vient directement de la périphérie, du Bourdi Blog. Bonsoir à vous, bonjour. Mon cher Christophe. Bonjour, merci de m'accueillir. On m'a dit de venir, merci de l'accueil. Ça va être dur, de continuer. Mais heureusement, on a notre chef tout-puissant, Pascal Esséric, qui est avec nous. Bonsoir. François Bousquet, notre rédacteur en chef bien-aimé, et le retour d'Olivier François, rédacteur, mais aussi animateur de l'excellente émission Merci. Le Plus d'éléments. C'est gentil. Ouais, il va falloir, parce que je vais avoir du mal quand même, parce que la France périphérique, c'est quand même pas mon truc. Donc, allez, hop, on part pour l'année 1973. 1973, c'est l'année de la création, le 1er juillet, de la commission trilatérale. J'ai trouvé ça, c'est pas mal comme information, qui a été créée le 1er juillet par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski. Et le 16 octobre, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Américain Henry Kissinger, ce qui montre que les Norvégiens ont de l'humour. Voilà. Alors François, ce qui va nous intéresser pour 1973, c'est la sortie d'un roman qui va devenir un succès planétaire. C'est Le Camp des Saints de Jean Raspail. Alors vous allez nous résumer, je vais résumer rapidement l'histoire. C'est dans le delta du Gange, 1 million de miséreux prennent d'assaut des cargos. Les immigrants voguent alors vers un Occident incapable de leur faire modifier leur route. Les bateaux s'échouent sur la côte d'Azur. Qui entre nous, vous remarquerez que quand même des gens qui viennent d'Inde et qui arrivent sur la Côte d'Azur, je ne sais pas ce qu'ils ont pris comme chemin. Sous l'œil impuissant de pouvoir public, hein, par Suez, bah oui, mais en fait, moi on m'a dit qu'il y a des mauvais gens qui m'ont dit que Jean Raspail pensait qu'il venait d'Afrique. Au dernier moment, il a préféré qu'ils viennent du Gange. C'est possible. Ce qui aurait été plus logique sur le plan géographique. Donc ces bateaux s'échouent sur la côte d'Azur, sous l'œil impuissant de pouvoirs publics, désarmés face à la veulerie de la population autochtone et l'affaiblissement de l'armée française. François, au départ, Jean Raspail explique qu'il a voulu condenser en 24 heures une réalité qui existe maintenant depuis un demi-siècle. Depuis un demi-siècle. Oui, c'est exactement ça. Ce roman, il l'a écrit en 71-72 pour une parution en 73. Il a paru
petit rappel historique chez Robert Laffont. Robert Laffont fut un des plus grands éditeurs populaires français. Robert Laffont a porté ce roman. Il pensait qu'il avait en main non seulement un best-seller, mais un long-seller. Alors le livre va mettre beaucoup de temps à s'implanter et à s'imposer. Il va en vendre 15 000 exemplaires en 73, ce qui est à la fois beaucoup et peu, mais l'éditeur est profondément déçu. Et en fait, il va nous revenir, le succès de ce livre-là va se confectionner, se préparer aux États-Unis. C'est aux États-Unis, par le camp républicain et conservateur, que Le Camp des Saints va connaître une diffusion et une aura mondiale. Il a été réédité il y a quelques années avec une préface absolument magistrale de Jean Raspail. Cette préface s'appelle Big Other, et également assortie d'un appareil, d'une annexe. Et dans l'annexe, Jean Raspail constate que le livre, s'il l'avait écrit au jour d'aujourd'hui, il y avait à peu près 80 motifs pour se faire inculper depuis les lois Pleven, Guesso, Taubira, Perben, Lelouch, etc. Donc la liberté d'expression en un demi-siècle a énormément reculé, et ça met en scène la subversion, la chute de la maison Europe, la submersion de l'Europe. Et il reprend le terme, Jean Raspail, à un des plus grands démographes français qui s'appelle Alfred Sauvy, qui était le patron de l'INED, pour vous dire à quel point les libertés publiques ont reculé. C'est que l'INED était dirigé par Alfred Sauvy, qui osait parler de submersion de l'Europe. Et il met en scène vous l'avez dit, on a été désarmé moralement. À la fois le pouvoir politique, mais à la fois les populations ont été désarmées moralement par cette nouvelle religion que Jean Raspail appelait Big Other, après Big Brother, l'État totalitaire, après Big Mother, l'État maternant et psychologisant. Big Other, c'est le grand autre, le tout autre. Ça n'est pas la xénophobie dont on nous rabat les oreilles du matin au soir, c'est la xénophilie, qui est la nouvelle religion des temps modernes et postmodernes, c'est-à-dire un amour exacerbé de l'autre, conforté et rehaussé par une haine de soi, la haine de soi de l'Occident. Donc c'est un roman qui a touché juste il y a une cinquantaine d'années, puisque c'était un roman d'anticipation, en fait, c'est une dystopie qui a été devancée par l'accélération des temps historiques et la submersion en cours de notre continent. Ouais. Olivier, un mot, le Camp des Saints. Je pense que François a dit, moi j'ai été très marqué aussi par ce terme de Big Other, car en effet c'est la réalité. On l'a vu, on parlait avec des amis là récemment de la manière dont aujourd'hui le gauchisme avait été complètement envahi par ce Big Other, par cet amour de l'altérité radicale, au point où on a vu lors des occupations récentes des affiches réclamant un califat transgenre. Alors, mais au-delà de la provocation, il y a en effet cette fascination d'une partie de la gauche, et pas seulement de la gauche, qui a complètement abandonné la critique du capitalisme pour se jeter dans le Big Other, dans l'apologie du Big Other, du grand autre, de l'altérité, qu'elle soit transgenre, homosexuelle, transsexuelle, africaine, afro-genrée, transhumaniste, etc. Je rajouterais d'ailleurs que le Big Other se manifeste aussi pathologiquement par des gens aux États-Unis, notamment une personne dont le rêve était de devenir une femme indonésienne, alors que c'était un Américain d'origine irlandaise, mais cet Américain d'origine irlandaise voulait devenir une femme indonésienne parce qu'il aimait la culture indonésienne. Non, on n'a pas le droit de devenir une femme indonésienne parce que, en plus, c'est de l'appropriation culturelle. Donc, Big Other se transforme en pathologie radicale, en perversion même. Christophe, au Bourdi-Blog, on a lu le Camp des Saints. Bonjour, mes respects, monsieur. Pour revenir sur Jean Raspail, alors je crois que les Indiens, si je puis dire, débarquent sur la Côte d'Azur. Je crois qu'il a écrit son roman, il en parle. Jean Raspail, il dit qu'il était en vacances sur la Côte d'Azur, en fait, et il écrit son livre, je ne sais pas où, près d'Aix, pas Aix-en-Provence, sur la côte. Donc je pense que c'est une facilité pour lui. Juste dire que Jean Raspail, c'est pas un illuminé ou un échaudé de la cafetière d'extrême droite, si on veut. C'est un homme catholique, royaliste, et je crois qu'il a lui-même pas du tout prévu ce succès. Il a énormément vendu, et au départ, c'est pas un livre prophétique. Hein. Jean Raspail est pas vraiment un illuminé. Ça me rappelle ce que Janco, notre ami Janco, qui a écrit dans Éléments il y a quelques années, disait que c'était par ce livre, Jean Raspail était un historien de l'avenir. Mais je crois que je croyais quand même pas prophète, hein, Jean Raspail. Mais en tout cas, ça a été un énorme succès, un peu inattendu pour lui, je crois. Je crois que c'est pas étonnant aussi que le succès soit passé par les États-Unis ou par le monde anglo-saxon. Parce qu'il faut se rappeler que le monde anglo-saxon est féru de romans d'anticipation. Quand Jean Raspail écrit son livre, en réalité,
il y a le même livre, et c'est assez intéressant de voir ça, de Christopher Priest, qui s'appelle L'île sombre, et qui est aussi un succès en Angleterre. Et Christopher Priest, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, c'est un auteur d'extrême gauche. Et il y a beaucoup de similitudes entre L'île sombre et le livre de Jean Raspail. Donc, c'est pas étonnant. La France n'est pas une terre de romans d'anticipation. Il y a Barjavel, quand même. Ouais. Oui, mais Barjavel, Jules Verne, mais moins. Moins quand même. Mais effectivement, il y a un côté à la fois pastiche social, puisqu'il s'en paye une bonne tranche sur les élites, etc. Puis il y a un côté science-fiction. Moi, étrangement, c'est un livre qui me fait penser à La planète des singes de Pierre Boulle. Il y a des choses comme ça un peu inattendues, et puis c'est très fantasmagorique parce qu'encore une fois, cette population qui ne sont pas encore des migrants, c'est des gens informes et indéterminés qui viennent d'Inde, et sachant qu'en plus Jean Raspail était plutôt quelqu'un qui avait une bonne connaissance des peuples primitifs, c'était un grand voyageur, c'était un homme qui évidemment n'était absolument pas raciste, et je crois qu'il a inventé une figure un peu de l'autre générique qui vient de l'Inde, on ne sait pas trop d'où, et c'est une masse informelle. Donc c'est assez étrange, et ça me fait vraiment penser à un peu la planète des singes ou d'autres choses. Voilà, bah écoutez, si vous ne l'avez pas encore lu, ce qui est quasiment pas possible, le Jean Raspail, vous pouvez encore le trouver, parce que Robert Laffont, régulièrement, c'est le livre qui les embête un peu quand même, mais ils font encore... Publié du reste avec un avertissement. Un avertissement qui maintenant. Qui n'est pas infamant, cela étant. Non, qui n'est pas infamant. 1992, c'est l'année de la mort de Marlène Dietrich, l'acteur Jean Poiret, Arletty. David Lépée, qui est un de nos collaborateurs, est un grand fan de Arletty, d'Olivier Messiaen, et sans oublier la grande actrice Jacqueline Maillan. C'est une grande actrice, et n'oublions pas Michel Berger, qui ne pourra plus jouer de piano debout. À la bonne heure. À la bonne heure. Mais au cinéma va sortir un petit film. C'est dur quand même, le Bondi Blog avec nous. On a fait l'ouverture, là, Élément. Je vous signale qu'il est encore en kiosque, Élément. Voilà, Brum. Mais au cinéma va sortir un petit film avec un petit budget qui va devenir culte par son sujet, son esthétisme et sa sublime musique. C'est Bienvenue à Gattaca. Alors Pascal, avant toute chose, faire le fameux speech du film. Résumé. Ouais, j'aime bien, moi, speech. Oui, mais non. C'est pas speech, c'est même pas speech, c'est pitch d'ailleurs, mais c'est résumé. Ah zut, on ne peut pas refaire, non, c'est bon, j'aurais été ridicule. C'est sur mon côté, j'aime bien Ardisson. Vous avez vu, je commence à essayer de m'habiller comme lui, là, en sombre. Mettre une petite pièce dans le cochonnet. Voilà. Oui, ça c'est sur un autre média. Donc ce film va devenir culte, car aujourd'hui ce film est devenu une réalité quasiment. Qu'est-ce que décrit le monde de Gattaca, Pascal? Gattaca, c'est le nom du centre d'études et de recherche spatiale qui est fréquenté par des surdoués triés sur le volet. En réalité, nous sommes dans une société, c'est un thriller futuriste, nous sommes dans une société où les parents trient leurs gamètes, et donc il y a ce qu'on considère c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'enfants naturellement. Voilà. Il y a, mais quelquefois, il y a des erreurs. Et donc, on classe un petit peu la société entre invalide et valide. Et donc, Bienvenue à Gattaca raconte l'histoire de Vincent Freeman, qui est joué par Ethan Hawke, qui est donc un jeune invalide qui va acheter chez un trafiquant d'ADN de quoi rentrer dans ce centre spatial pour partir explorer l'espace. Et alors c'est un livre un film qui est assez passionnant à suivre, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on y retrouve 20 ans plus tard, on retrouve tous les débats actuels sur l'eugénisme, et c'est la raison pour laquelle il me semble que si ça a été un échec au moment de sa sortie, un échec commercial, aujourd'hui il a acquis ce statut de on appelle ça un film culte. Mais tout simplement parce que il pose des questions et des enjeux qui sont toujours actuels. Alors, ce qui est aussi
c'est le cinéaste Andrew Niccol est assez attachant. Il a fait plusieurs choses. Hein. Ça a été le scénariste de Truman Show. Puis il a réalisé Lord of War sur l'histoire d'un trafiquant d'armes. Voilà, exactement. Et donc il est attachant, même si il a quand même tourné quelques navets, quoi. Donc, mais il s'intéresse à la chose politique. C'est ce qui est dans un cinéma où la politique, enfin où plus personne traite de sujets un petit peu politiques. Je trouve que. Et tu trouves pas, Pascal, qu'il souffre de son petit budget, ce film, hein? Parce que la photographie est quand même assez convenue, moi je trouve. C'est des mises en scène d'une très grande sobriété. C'est toujours embêtant un film de science-fiction. C'est comme de la fraise sans chantilly, ou j'allais dire, c'est comme un supporter du Bondi Blog sans le PSG estampillé sur le dos. Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on est dans le futur et la voiture futuriste, c'est une déesse. C'est une déesse. Oui, on est dans le futur. Moi j'aime beaucoup les Trabants, comme vous savez, c'est la RDA. C'est un côté RDA le film. Budget RDA. Non, il y a des grands films d'anticipation avec petit budget. Hein, la jetée de Chris Marker, c'est un chef-d'œuvre. C'est fait avec c'est quasiment un roman photo. C'est un photoroman. Quand je vois un film de SF, j'aurais besoin d'en avoir plein les yeux avec beaucoup d'effets spéciaux, mais bon. Alors ceci dit, il y a quand même 40 millions de dollars, mais bon, tout est relatif. Oui, c'est un petit budget pour les Américains. Avec des stars quand même. Mais en fait, on en revient à ça, c'est que c'est un film qui date de 92, Pascal, mais quand on voit par exemple 97. 92 depuis le début. Oui, depuis le début. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai tout faux depuis le départ. On voit tes fiches. Je vais virer mes collaborateurs. J'en ai pas, mais c'est pas grave. La chose qui est intrigante, quand j'ai revu le film hier soir, non, avant-hier soir, pardon. Bon élève. Enfin, c'est pas très précisé. Exactement. C'est que, par exemple, le début du film où les parents vont choisir leur enfant, ils vont dans une agence, on leur dit les yeux bleus, on enlève toutes les maladies. C'est exactement, grosso modo, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans certaines agences américaines pour des gens qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles ou qui ne peuvent pas, qui veulent en avoir beaucoup, ou alors parce que ce sont deux hommes, deux femmes, plutôt trois hommes, trois femmes. Aujourd'hui, on a exactement ce genre de propositions. Oui, c'est ce en quoi ce film continue de marquer et d'être. Tout à l'heure, François parlait à propos du livre de long-seller. On peut dire de Bienvenue à Gattaca que c'est un long-seller, c'est-à-dire qu'il a acquis ce côté. C'est un film qui a de science-fiction qui a modifié. On n'a plus filmé la science-fiction de la même façon depuis, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant. C'est vrai que le manque de moyens est assez. Je trouve qu'il arrive à bien le camoufler quand même, parce que le centre spatial, c'est un bâtiment de Frank Lloyd Wright qui a été effectivement construit, qui est magnifique, qui a été construit en 1957, je crois. Mais moi, je donne plus de date. En 1957, mais c'est THX 38 de George Lucas l'a utilisé aussi, ce bâtiment. Donc, autant pour moi. Ouais, donc ce qui prime, c'est aussi la mise en scène, et je trouve que pour le coup, Bienvenue à Gattaca. Et une musique magnifique de Michael Nyman. Voilà. On va passer maintenant, alors il nous reste quelques minutes, mais on est en pleine actualité. Et si on a fait venir quelqu'un de la France périphérique, ce n'est pas pour rien non plus, du Bondi Blog. Mais pourquoi la France périphérique et le Bondi Blog en même temps? C'est la fusion. Il y tient. C'est la grande jonction. Voilà, c'est un gag qu'on avait décidé au début de l'émission. C'est des convergences transversales. Grande jonction, c'est pas du tout un gag. Voilà. Bon, alors c'est pas un gag, mais voilà, c'est comme ça que notre ami Christophe Antoine présenté aujourd'hui, Maxime, en tout cas. Comme ça. Voilà. Donc on va passer à une année, c'est une année magique. C'est la France, c'est 98.
98, hein. Vous vous rappelez là, la France gagne la Coupe du Monde, mon cher Christophe. Alors 2016, c'est l'année de la Coupe du Monde en Russie en ce moment. Ouais. Hein, il était normal de rendre hommage à notre équipe, black, blanc, beurre. La France unie autour de son équipe, plus de différence, 98. Mythe ou réalité, mon cher Christophe? Oui, tout à fait. Merci de m'accorder la parole que vous m'octroyez. Oui, alors c'est la France qui est plurielle et citoyenne. Oui, France 98. Alors, ouais, effectivement, ce qu'on retient, c'est Black Blanc Beurre. Alors, Black Blanc Beurre, en fait, c'est un slogan presque d'Adidas et de certains journalistes. Le problème de la France Black Blanc Beurre, c'est que c'est pas vrai du tout, en fait, c'est vraiment un slogan publicitaire. Donc, effectivement, la France organise la Coupe du Monde avec les stades, etc. Et puis la gagne avec une équipe qui était pas du tout favorite au début. Alors, Black Blanc Beurre, c'est très gentil, c'est très mignon, sauf que de beurre, il y en a qu'un, on le connaît, c'est Zidane. Il est beurre si on veut. En fait, c'est un Kabyle de Marseille, de parents algériens, il s'en fout complètement. Il a été une fois en Algérie, d'ailleurs, je crois que c'est Adidas qui l'a obligé, il s'en fiche complètement. Il est marié à une Espagnole, il a des enfants catholiques, il s'en fout complètement. Black, alors nous avons effectivement des Blacks. Il y en avait quand même là. Oui, quelques Blacks, il y a toujours eu des Antillais en équipe de France. Il y a effectivement quelqu'un qui s'appelle De Sailly, qui était un grand joueur, qui est en fait un Ghanéen adopté par de gentils parents nantais, et éventuellement un Calédonien qui s'appelait, un Kanak qui s'appelait Camboiré, dont l'épouse n'était pas du tout calédonienne d'ailleurs. C'était Carambeu. Ah pardon, excusez-moi, non, lapsus, Camboiré aussi, c'était un joueur merveilleux. Carambeu, vous avez raison, et avec Madame Carambeu, qui elle n'était ni calédonienne ni kanak, c'était un grand mannequin ukrainien, je crois. Russe. Voilà, donc à chaque fois ça me fait penser à ce que disait Daniel Cohn-Bendit, le petit hanneton malodorant et libidineux, qui est de nationalité allemande et qui a vécu longtemps en Allemagne et qui adore le football. Et il est supporter de l'équipe d'Allemagne. Quand on est un traître, on n'arrête pas. Et qui raconte, il y a une dizaine d'années, l'équipe d'Allemagne de football pratiquait un jeu assez spectaculaire, comme ils ont toujours fait. Et Cohn-Bendit disait, regardez, c'est la victoire du multiculturalisme à l'Allemagne. Pas de bol, c'était une époque où effectivement ils avaient vaguement un Turc de plus que d'habitude et peut-être un défenseur ghanéen. C'est une équipe qui jouait pas mal mais qui gagnait strictement rien. Voilà, moi j'ai peur que malheureusement les belles idées, les idées généreuses et l'idéologie, ça fonctionne très bien sur un bout de papier. Mais le football, le sport de haut niveau, c'est la dictature absolue du réel. Et en fait, les équipes qui gagnent sont des équipes qui ont une cohérence, une identité. On parle d'équipe nationale là en ce moment, mais par exemple des équipes de clubs en Europe qu'on connaît. En fait, une équipe italienne qui gagne, c'est une équipe avec des Italiens et des Argentins, et vaguement un Slovène ou un Français. Une équipe allemande qui gagne, c'est une équipe avec des Boches, éventuellement un Polonais et un Croate. Des équipes anglaises qui gagnent, c'est très rare, c'est que des Britanniques, plus des Britanniques, hein, c'est pas des Gallois, plus vaguement un Français de service ou un Norvégien. Voilà, donc je suis désolé, mais le réel n'est pas très gentil, Patrick. Ouais. François, vous qui êtes pas grand chose à ajouter à l'analyse footballistique de Christophe, à laquelle on adhère des deux mains, et des deux pieds là, en l'occurrence. Il y a Patrick Vieira en africain également, en 98. Mais il rentre à la il rentre en deuxième mi-temps pour la finale. C'est des jeunes. Simplement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en effet, tu as parfaitement raison, c'est que c'est un mythe, sauf que la démographie, c'est le destin, disait Alfred Sauvy. Et les effets différés, les effets ajournés du regroupement familial se font sentir 20 à 30 ans après. Et c'est le début du grand remplacement qui se met en branle, en fait, en 98. Alors évidemment, c'est une fiction, c'est la fiction de SOS Racisme, qui va heurter le mur du réel 7 ans plus tard, en 2005, avec les émeutes en banlieue, Donc ce monde-là s'écroule. Simplement, la démographie, c'est le destin, c'est que le black, blanc, beurre va se transformer. Rappelez-vous l'entretien de Finkielkraut à Haaretz, en France, black, black, black. C'est là où la démographie se met en branle, et les effets de la démographie, les effets d'inertie de la démographie sont tels que ça n'est jamais qu'une transition vers ce basculement démographique. Donc c'était ce que je voulais rajouter à ce que tu as dit. Ton analyse est parfaite, j'adhère parfaitement, et j'allais donner un contre-exemple qui n'en est pas un, en termes footballistiques, qui est le Brésil. Mais au Brésil, même si c'est métissé, malgré tout, c'est assez brassé, en tout cas, la population
les joueurs. Hein. On va du blanc au noir, hein, avec un compromis marron. Non, pardon, le Brésil gagne, c'est que de la classe moyenne blanche, avec quelques métis. Hein. Il y a Pelé quand même. Alors c'est à contre-exemple. Pelé, Garincha. Encore une fois, je ne veux pas du tout faire des classifications. Une chose que je voudrais dire pour l'équipe de France, c'est que cette équipe de France Black Blanc, et pourquoi pas, ça peut être, on n'a rien contre ça, mais en fait c'est aussi nous qui sommes un peu attachés à des notions de défense des régions et de l'Europe. Cette équipe de France, c'est avant tout, en fait les Arméniens sont majoritaires, il y a plus d'Arméniens il y a deux Arméniens, c'est une équipe BBR bretonne, basque, il y a des Basques, Lizarazu, Deschamps et de Bayonne, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, et on a tendance à un peu oublier aussi ces apports de région et d'Europe, voilà, mais même si effectivement il y a toujours eu ces gardes noirs, ces joueurs africains merveilleux, bien évidemment. Antillais. Bon, ben voilà. Marius Trésor. On a fait le tour, hein, c'était quand même l'année football. Je vous rassure, je pense que c'est la dernière fois qu'on parlera de football, qu'on aura quelqu'un de la France périphérique. C'est faux, il y aura des magnifiques papiers en juillet dans le prochain numéro d'Éléments, un magnifique papier dont je ne révèle pas ni le titre ni le fond, mais sur le football qui va surprendre tout le monde. Ah bon, sur le football. Bon, bah écoutez, hein, je pense que je vais démissionner. Bonjour chez vous. Madame, Monsieur, la riposte de TV Liberté à la censure de YouTube s'organise. La riposte juridique et possiblement judiciaire est engagée. Nous rétablirons notre bon droit. La riposte financière se poursuit. Grâce à votre mobilisation, notre objectif à 750 dons est atteint. Soyez-en remerciés. La censure YouTube nous porte un nouveau coup qui nécessite de nouveaux engagements financiers importants. Il ne faut donc pas relâcher votre effort. La riposte de l'audience est entre vos mains. Regardez, diffusez, partagez, likez les programmes de TV Liberté. Abonnez-vous à nos nouvelles chaînes, faites connaître notre site tvliberté.com et nos réseaux sociaux. Organisez la viralité de nos émissions. La riposte est en marche, elle passe aussi par vous.